le moyen le plus important que vous avez pour comprendre, c'est d'écouter. Parce qu'en vrai, les mères dont vous vous targuez, les sœurs dont vous vous targuez, les copines, les je ne sais quoi que vous allez dire. Ah, ma mère, mes sœurs, j'ai une mère, j'ai des sœurs, etc. Je vous jure que essayez de vous asseoir une fois avec votre mère et de l'écouter réellement. Grand nombre d'entre vous ne l'ont jamais fait. Certains le font, mais grand nombre d'entre vous ne l'ont jamais fait. Vous allez venir nous dire, ah, ma mère ne s'est jamais plainte. Mais lui as-tu déjà demandé? As-tu déjà écouté? Et qu'est-ce qui fait quelque part que la plupart d'entre vous, quand vous grandissez et que vous réussissez, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est de dire « Je veux réussir et payer ma mère. Je veux faire en sorte de rétribuer ma mère. Je veux que ma mère soit heureuse. » Ça veut dire que quelque part, vous avez dû vous rendre compte que dans votre parcours de vie, votre mère a été tout sauf heureuse. Et vous vous retrouvez, vous, à devoir essayer de payer une dette que vous n'avez pas forcément causée vous, mais que toute la société a pu lui causer et que vous avez vu votre mère souffrir dans son ménage. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, ici nous recevons des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour partager en fait leur parcours, leurs échecs, leurs réussites et soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir sur le cercle une auteure, la fondatrice du blog d'écriture de nouvelles, plus connu sous le nom de Dikokalam. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais on verra. Et aussi présentatrice et fondatrice du podcast Les Conversations Féminines. Donc sans plus tarder, aidez-nous à accueillir sur le cercle ma chère Zubida Fall. Merci beaucoup Habib, merci pour l'invitation, merci pour ce partage et merci pour cette présentation-là. En effet, je suis Zubida Fall, j'écris, je lis et je partage avec le plus grand nombre. Et oui, donc voilà. Ok. Que signifie du coq à l'âme? Alors, du coq à l'âne, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase coq à l'âne. Oui, du coq à l'âme. Mais ce n'est pas ça. Okay. C'est du coq à l'âme. Au lieu de l'âne, c'est de l'âme. Et j'ai juste utilisé la contraction de coq à l'âme. Je l'ai contracté en K-O-K-A-L-A-M. Et cette phrase-là, je le dis à chaque fois. Je l'ai en tête depuis, si mes souvenirs sont bons, 2003. Et elle est tirée d'une chanson de Linda Lemay qui s'appelle Du coq à l'âme. Et vraiment, c'est cette chanson-là qui a donné au blog son nom-là, qui a donné à la plateforme web son nom-là et qui a donné à la société de production ce nom-là. Donc voilà, du coq à l'âme. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme du coq à l'âme? La vision derrière? La vision derrière, c'est de pouvoir aborder des sujets légers comme des sujets profonds, de passer du rire au drame, passer du coq à l'âme, de pouvoir rire ensemble, pleurer ensemble, parler de choses légères, parler de choses beaucoup plus sérieuses, échanger sur un ton, on va dire, qui va permettre qu'il y ait de la réflexion derrière, qu'il y ait un certain nombre d'idées qui puissent être véhiculées en passant d'une extrême à une autre, et en acceptant que nous avons des émotions qui sont différentes, une manière d'être qui est différente. Et nous sommes différents, nous, les uns les autres, et à partir de ce moment-là, d'accepter toutes ces différences-là et de pouvoir toucher un petit peu tout le monde. Donc voilà, du coq à l'âme. Super. Parlez-moi un peu de votre enfance. Qui est Zubida Fall? Et après de votre parcours jusqu'à la femme que vous êtes devenue. Une femme, on va rentrer après dans les détails avec votre podcast, comment on s'est rencontrés sur Clubhouse, ainsi de suite. Mais d'abord, la personne. Comment vous dire ça?
Alors, c'est qui Zoubida? Ça risque d'être long. Ouais, c'est bon. Ça risque d'être long et d'être court à la fois parce que se compter est un exercice qui est très difficile, que je demande en fait à mes invités de faire, mais pour lequel je ne suis pas particulièrement douée. Donc, dire qui est Zoubida Fall, c'est comme une question piège. Alors, mon nom, c'est Zoubida Benjeloun. Je suis Benjeloun, je suis née à Saint-Louis, j'ai grandi à Saint-Louis. Benjeloun, c'est une famille, c'est ça? Oui, c'est mon nom de famille. Ok. C'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est Zoubida. Mon nom de famille, c'est Benjeloun, Ok. comme vous vous appelez Sall, etc. Ok. Et donc, je suis de Saint-Louis. Et je suis née, j'ai grandi à Saint-Louis, où j'ai fait toutes mes études. Et c'est après le bac que je suis venue à Dakar. Et donc, je suis une grande passionnée, petite. Aujourd'hui, je me considère moins comme une passionnée de lecture, parce que je lis de moins en moins qu'avant. Ok. Mais j'ai été une grande passionnée de livres, de lecture, etc. Et donc, je crois que j'ai lu pendant des années. J'ai écrit pendant très longtemps avant de pouvoir arriver à ça. Et donc, oui, je suis cette femme-là qui se définit comme étant Saint-Louisienne d'abord avant d'être sénégalaise. Et à chaque fois que je le dis, ce qui revient le plus souvent chez les gens, c'est de dire « Ah, vous les Saint-Louisiens, on vous connaît, vous n'êtes pas des gens simples. » Ah, ça, j'ai entendu cette phrase aussi. Mais pourquoi les gens vous considèrent pas simple? Alors, pour plein de raisons. Mais moi, en vrai, la raison pour laquelle j'utilise ce terme de dire « je suis Saint-Louisienne », c'est que Saint-Louis est une ville métisse. Est une ville métisse qui a plus de 350 ans d'existence et qui a été un des foyers majeurs, en tout cas, du métissage au Sénégal. Et quand vous entendez mon prénom, quand vous entendez mon nom de famille, vous devez bien vous douter que je suis de ce métissage-là. Et c'est toutes ces influences-là, toutes ces, on va dire, avant nationalités, ethnies, cultures différentes, qui se sont retrouvées à Saint-Louis à un moment de l'histoire et qui, de fil en aiguille, m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc oui, sans ce métissage de Saint-Louis, sans cette particularité qu'a été Saint-Louis, peut-être que je n'aurais pas été là. Donc voilà, je suis Saint-Louisienne avant d'être autre chose, avant d'être sénégalaise, par exemple. La formulation est différente par rapport aux autres formules, je comprends maintenant. C'est pour ça que vous n'êtes pas simple. Vous êtes formulé différemment, de plusieurs sources, de plusieurs variétés pour concocter ce plat délicieux que tout le monde adore. Beaucoup de métissage, oui. Maintenant, sur le parcours, ok, vous êtes Saint-Louisienne, vous avez fait l'école à Saint-Louis. Oui. Après le bac, vous êtes venu à Dakar. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis venue à Dakar parce que j'ai réussi au concours d'entrée à l'ESP. Ah, je suis passée par l'ESP. Voilà, respect. Hein. Je suis venue à Dakar parce que j'ai réussi au concours d'entrée à l'ESP. Et donc, je suis arrivée à l'ESP, ce qui m'a fait déménager. Et après, je n'ai plus jamais quitté cette ville-là. Et du coup, j'ai une relation assez ambiguë avec la ville. Je me considère toujours comme étant Saint-Louisienne, sauf que ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis aussi dakaroise. Donc, voilà, ce n'est pas simple. Et de fil en aiguille, je suis restée. Je vis ici et puis j'évolue ici, je travaille ici. Et ma vie est à Dakar, quoi que je puisse en dire. Super, super. Maintenant, parlez-moi un peu de vos parents, parce que on s'est rencontrés sur Clubhouse lors de la pandémie où on faisait des panels d'échange sur des sujets divers, que ce soit le féminisme, la liberté des femmes, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Et je dois dire que vous êtes vraiment éloquente. Vous savez parler et vous savez défendre vos idées. Vraiment, vous savez vraiment défendre vos idées. Donc, j'imagine que vos parents ont dû vous influencer d'une manière ou d'une autre. Quels sont les principes et les valeurs que vos parents vous ont inculqués? Je n'ai pas pour habitude de parler d'eux en règle générale, surtout dans tout ce qui est apparition publique. Je fais très souvent peut-être allusion à des choses, mais parler d'eux, c'est toujours un exercice assez délicat parce que j'ai cette personnalité-là, moi, de m'afficher, d'être assez visible. Mes parents ne sont pas comme ça. Mes parents ne sont pas comme ça, mes frères et sœurs ne sont pas comme ça. Et du coup, je considère que je me dois de respecter en tout cas cette partie-là d'eux. Après, mes parents sont des gens simples. Sont des gens simples dans le sens où, pour eux, ce qui était important, c'était que leurs enfants réussissent. Et dans réussir, ce qu'ils mettaient, c'était qu'ils puissent faire de bonnes études, peu importe
les moyens, peu importe les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais en tout cas, les bonnes études qu'ils pourraient faire en fonction des moyens qui étaient à disposition. Et je n'ai pas été élevée avec de grandes phrases ou de grands principes où on t'assène une phrase et par exemple, cette phrase devient un viatique, etc. J'ai beaucoup plus été éduquée par l'exemple ou bien par des conversations ou quand j'entendais ma mère avoir certaines conversations, s'asseoir avec nous. Mais si je dois résumer l'éducation, en tout cas que j'ai reçue, qui est une grande partie de ma personnalité, c'est que ma mère nous a toujours inculqué le fait de pouvoir, quand on fait quelque chose, de s'arranger à chaque fois pour faire partie des meilleurs. Si ce n'est, enfin, elle ne disait même pas faire partie des meilleurs pour être le meilleur dans ce qu'on fait et que c'était super important pour elle. Et du coup, elle ne nous a jamais éduqués en nous disant devenez ceci ou devenez cela, etc., etc. Mais à chaque fois qu'une note revenait, ce qui l'intéressait, c'est par exemple si tu étais le premier de la classe ou si tu n'étais pas le premier de la classe. Tu pouvais être deuxième de la classe avec une moyenne de 19,75 ou 19,80 sur 20 si vous voulez. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est pourquoi vous n'êtes pas premier de la classe. Okay. Et donc, on a reçu cette éducation-là et ces valeurs qui sont basées sur le fait de dire la vérité, quoi qu'il t'en coûte, d'être meilleur à chaque fois dans ce que tu fais et puis d'être très soudé entre frères et sœurs, de pouvoir faire bloc envers et contre tout. Donc oui, en résumé, ce serait ça. Et surtout, cette liberté de s'exprimer. Nous avons toujours été libres de devoir dire à nos parents tout ce que nous voulions leur dire. C'est super, Voilà. c'est super. C'est une bonne fondation en tout cas. Maintenant, revenons au vif du sujet, les conversations féminines. Oui. Moi, j'ai trois sœurs, une grande sœur et deux petites sœurs. Je suis le seul garçon de la famille. Et je me rappelle, mais il y a un jour, on avait un panel sur Clubhouse sur les débats de femmes. Et j'ai vu, il y avait beaucoup d'hommes qui intervenaient et qui défendaient la cause féministe en quelque sorte. Mais je vais constater que peu importe ce que les hommes disaient, il y avait des hommes qui disaient, moi je suis le seul garçon de la famille, je suis très proche de ma mère. Il y avait des hommes qui disaient, j'ai 4 sœurs, j'ai grandi avec les femmes, mais j'ai vu que peu importe ce que les gens disaient, les femmes avaient leur idée préconçue et qu'elles se disaient, c'est notre combat. On s'en tape de ce que vous pensez, c'est notre combat et vous n'allez jamais sentir ce que nous ressentons au plus fond de nous. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, qui a 3 sœurs, qui a grandi auprès des femmes, qui a été éduqué par des femmes, comment je peux dire, mais quel angle pourrais-je aborder les sujets pour faire comprendre aux femmes qu'on est dans le même bateau? Écoutez. Et en vrai, je pense que c'est la chose que vous faites le moins bien. Et en règle générale, quand les femmes se retrouvent pour pouvoir parler des difficultés qu'elles rencontrent, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'il y a toujours un homme pour amener le centre de la discussion sur lui. Une femme vient te dire n'importe quoi, je suis payée 30% de moins qu'un homme. Que tu ramènes dans cette discussion-là le fait que moi j'ai un homme, j'ai 3 sœurs et pourtant mes sœurs, elles ne disent pas que ça c'est un problème, ça se passe bien. Un peu égoïste aussi. et les femmes te disent oui, mais il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de comment tu le ressens, il s'agit de moi, ce que je vis, comment je le vis. Et le meilleur moyen que vous trouverez en tant qu'homme, c'est de ne pas partir, parce que les femmes n'ont pas d'idées préconçues, elles le vivent et elles vous mettent au monde. Le moyen le plus important que vous avez pour comprendre, c'est d'écouter. Parce qu'en vrai, les mères dont vous vous targuez, les sœurs dont vous vous targuez, les copines, les je ne sais quoi que vous allez dire, ah, ma mère, mes sœurs, man amna yaay, j'ai une mère, j'ai des sœurs, etc. Je vous jure que essayez de vous asseoir une fois avec votre mère et de l'écouter réellement. Grand nombre d'entre vous ne l'ont jamais fait. Certains le font, mais grand nombre d'entre vous ne l'ont jamais fait. Vous allez venir nous dire, ah, ma mère ne s'est jamais plaint. Mais lui as-tu déjà demandé? As-tu déjà écouté? Et qu'est-ce qui fait quelque part que la plupart d'entre vous, quand vous grandissez et que vous réussissez, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est de dire, je veux réussir et payer ma mère.
Je veux faire en sorte de rétribuer ma mère. Je veux que ma mère soit heureuse. Ça veut dire que quelque part, vous avez dû vous rendre compte que dans votre parcours de vie, votre mère a été tout sauf heureuse. Et vous vous retrouvez, vous, à devoir essayer de payer une dette que vous n'avez pas forcément causée, vous, mais que toute la société a pu lui causer et que vous avez vu votre mère souffrir dans son ménage. Qui fait que vous l'avez vu, par exemple, manquer d'un certain nombre de choses, parce que soit elle n'était pas autonome ou indépendante, et que du coup, elle vivait sous le joug de votre père, qui arbitrait, mais de manière totalement arbitraire, les revenus de la maison et décider... Parfois autoritaire aussi. Voilà. Et vous avez vu votre mère être mal, mais pliée. Et pendant toute votre vie, la seule chose que vous vous dites, c'est « il faut que je venge ma mère », parce que quelque part, c'est ça. Pensez-vous que réellement, si votre mère évoluait dans un couple réellement équilibré, où elle est épanouie, où elle est heureuse, où vous riez ensemble, tous en famille, et que vous jouez ensemble, vous auriez eu ce sentiment-là. Et ce sont ces choses-là que vous oubliez. Vous dites « j'ai une sœur ». Excusez-moi de ce que je vais dire. Je ne pense pas que vous ayez acheté un paquet de serviettes hygiéniques pour votre sœur. Je ne pense pas que vous ayez dû souffrir de règles douloureuses et qu'on vous dise « ah non, ce n'est pas la peine, c'est juste un mal de ventre, mais elle peut se lever et aller à l'école », etc. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, écoutez quand les femmes disent « ceci me déplaît, je ne suis pas à l'aise avec ça », etc. Ne ramenez pas la conversation vers vous. Et à chaque fois que vous montiez sur des stages, très peu d'entre vous accepter de s'asseoir et d'écouter et de poser les questions. Mais vous partiez du principe, étant donné que vous avez une sœur, étant donné que vous avez une mère, etc. Et la dernière chose qui hérisse les poils de la plupart des femmes, que je comprends, c'est que quand vous dites dans la phrase « j'ai une mère, j'ai une sœur », c'est que vous n'êtes sensible au combat des femmes que par rapport au fait que vous avez une mère et que vous avez des sœurs. Parce que la manière que vous avez de vous comporter avec votre mère et la manière que vous avez de vous comporter avec votre sœur n'est pas la même que quand vous vous comportez avec votre copine ou votre épouse, etc. Donc, cette sensibilité par rapport au combat, vous l'avez du fait de votre proximité par rapport à un certain nombre de gens. Donc, si une autre femme lambda dans la rue vivait un certain nombre de souffrances, vous n'aurez pas forcément la même proximité par rapport à cette femme-là que par rapport à votre soeur ou par rapport. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelle que soit la femme, qui qu'elle puisse être, votre empathie ou votre écoute doit être valable pour cette femme-là, mais pas parce qu'elle a un lien avec vous. Et ça aussi, c'était quelque chose d'assez difficile à pouvoir expliquer pour que vous puissiez l'entendre. Après, ça revient, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense que ça demande une certaine conscience, une certaine connaissance de soi, pouvoir en fait décortiquer les sujets sur tous ces angles. Oui. Parce que quand nous, on dit qu'on a une mère, qu'on a des sœurs, parce qu'on veut se montrer sympathique, on veut se montrer empathique. Exact. Peut-être le message sort différemment, mais l'intention est bonne en fait. Parce que vous savez, au Sénégal, on n'est pas éduqué dans des environnements où on donne du poids à notre liberté d'expression. Souvent, par exemple, on peut voir nos mères souffrir, mais on ne peut pas en fait le verbaliser parce qu'on n'a pas éduqué ainsi. On a été éduqué à travers les actes, à travers qu'un homme doit fournir, un homme doit être là pour sa famille. Parfois même, on ne sait même pas montrer nos émotions, nos sentiments parce que ça dépend en fait. Donc, pour un homme qui a été éduqué dans un environnement qui n'est pas équilibré, où en fait les deux parents n'étaient pas heureux, et qui grandit dans un monde où en fait il a eu des modèles qui n'étaient pas forcément qui reflétaient pas forcément en fait la réalité du terrain, ou bien qui n'étaient pas forcément humains en quelque sorte. Comment ces jeunes hommes pourront en fait casser cette chaîne et éviter de perpétuer en fait ce manque d'émotion, cette dureté à leurs enfants? Alors, avant de venir à cette question-là, vous avez dit quelque chose de super intéressant, c'est de dire, pourtant ça part d'une bonne intention. Et j'ai failli éclater de rire parce qu'il y a quelques mois, j'ai été invitée dans un panel. Et donc, dans ma communication, dans la communication que j'ai préparée, il y avait l'intention. Je parlais d'intention parce qu'en fait, on ne peut pas préjuger de votre intention. On ne peut pas dire c'est une mauvaise... Ah, Habib, quand il m'a parlé, il avait une mauvaise intention. Ah, il avait une bonne intention.
Parce qu'au final, que votre intention soit bonne ou que votre intention soit mauvaise, le résultat reste le même au final. C'est que la personne en face, vous ne l'avez pas pris en compte. Vous êtes encore dans votre centre. Dans votre centre, dans le sens où vous êtes en train de me délivrer un message en me disant, et je le prends mal, et vous êtes en train de me dire, mais tu ne dois pas le prendre mal parce que moi, à la base, j'avais une bonne intention. Oui, et là, par exemple, je ne me sens pas bien. Pour l'exemple. Là, par exemple, je ne me sens pas bien. Maintenant, on en fait quoi? Et au lieu de me dire, je suis désolée par rapport au fait que ce que j'ai pu dire ou que ce que j'ai pu faire te pose un problème, la réponse que je vais recevoir, c'est ça partait d'une bonne intention. Sauf que le résultat est là. Du coup, l'intention ne suffit pas. Il faut que l'intention soit suivie. Pour qu'on valide que l'intention elle était bonne ou que l'intention elle était mauvaise, il faut que l'acte ou la parole qui vient après soit en cohérence avec l'intention. Sinon, la personne à qui est destinée cette intention-là ne la recevra pas comme vous vouliez l'émettre. Et si on accepte, nous, de se décentrer un tant soit peu quand nous nous adressons aux autres pour faire en sorte que nos intentions, bonnes ou mauvaises, soient cohérentes et en conformité avec ce que nous délivrons, nous ne devrions pas avoir de problème. Ça, c'est par rapport à l'intention. L'autre chose que vous dites, c'est comment faire pour les hommes de faire en sorte de ne pas perpétuer et de ne pas éduquer leurs enfants, par exemple, ou de ne pas gérer leur couple ou leur famille tel qu'eux ont pu le vivre. Et ça revient à chaque fois à cette demande-là, éduquez-nous, montrez-nous quel est le chemin. Où de plus en plus de jeunes femmes disent, nous sommes fatiguées, c'est usant. Toute notre vie, on nous a demandé de donner l'exemple, de montrer l'exemple, d'éduquer, d'être d'une certaine manière. Et même encore, quand nous disons que nous ne nous sentons pas bien, quand nous nous battons sur un certain nombre de sujets, il y en a toujours un pour revenir nous dire, mais montrez-nous le chemin. Ce qui veut dire que ce rôle-là que vous nous aviez attribué, encore aujourd'hui, vous vous attendez à ce que nous continuions à le porter. Et nous sommes fatigués de ce rôle-là. Et vous voyez un peu, quand on décortique, ça devient des fois plus clair ou beaucoup plus accessible. Et pourtant, je ne suis pas une des voix les plus autorisées. Néanmoins, à chaque fois que vous vous poserez cette question, je considère, moi, que c'est un bon pas. C'est un très bon pas pour s'ouvrir, pour comprendre. Quand vous avez décidé de vous lancer dans du podcasting, au début, vous vous dites, ah, c'est quoi ce truc? Eh bien, vous commencez à passer des nuits entières sur YouTube, sur Google, etc., à voir comment je monte un studio, comment je fais telle chose, pourquoi est-ce que je dois acheter cette carte son et pas telle autre. Eh bien, c'est exactement la même chose quand vous ne voulez pas reproduire un schéma à partir du moment où vous considérez que ce schéma-là est problématique. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche ou bien on a attiré votre attention sur qu'il y ait quelque chose, on vous a fait le plus important. Le reste, ça va être cette volonté que vous avez de vous réveiller et de dire je veux en savoir plus, je veux déconstruire un certain nombre de choses parce que je ne veux pas reproduire telle chose, mais ne pas confier à une tierce personne votre éducation par rapport à ce sujet-là. Voilà. Les responsabilités sont partagées. Déjà, éduquez-vous d'abord et après venez nous voir pour poser les bonnes questions. Voilà, on complétera. Éduquez-vous, écoutez. Mais ça, c'est le plus difficile. Mais l'autre chose que je vois parfois arriver, c'est comme le problème avec le racisme, par exemple. Par exemple, il y a des personnes qui blâment l'homme blanc pour des erreurs que leurs grands-parents ont fait, que ce soit durant en fait, l'Holocauste ou la guerre mondiale, ainsi de suite. Mais ce sont des choses atroces, on est tous d'accord et abjects. Mais ce n'est pas parce que je suis un descendant d'un homme blanc que vous devez verser votre colère sur moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Parfois aussi, je pense que c'est vrai que les choses ont changé pour les femmes, surtout le dernier siècle et aussi le siècle dans lequel nous sommes. Et j'espère que ça va continuer de changer. Mais est-ce que parfois, pensez-vous que en fait, le fait d'être homme, entre guillemets, fait que parfois, peu importe nos efforts, peu importe en fait nos manières de faire, peu importe nos efforts, les femmes nous voient toujours comme un ennemi potentiel, comme un frein à leur épanouissement? Ce n'est pas un bon exemple ce que je vais dire là. Ce n'est pas un bon exemple, mais je vais le prendre quand même. Si je vous considérais 100% comme ennemi, par exemple là, en tant qu'individu, si je considérais un homme à 100% comme un ennemi, je ne serais pas mariée. Je le suis. L'homme avec qui je vis n'est pas mon ennemi. Exemple pour exemple, en fait. Ce n'est pas un bon exemple.
de toutes Non, les je façons. comprends, Voilà. je comprends l'intention. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de l'homme en règle générale, on parle dans un cadre systémique, mais pas dans un cadre individuel. Même si, dans un cadre individuel, vous allez hériter des travers du comportement de votre genre. Mais parce que vous appartenez à ce genre-là, il faut que vous ayez un effort conscient tous les jours pour avoir un comportement qui n'est pas problématique. Mais il faut que vous vous éduquiez en ce sens-là. Et à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez des travers et que vous êtes en train de vous éduquer, quand on va sortir cette fameuse phrase-là, tous les hommes, mais vous ne vous sentez pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Et du coup, quand on parle sur un cadre global, on n'a pas désigné Habib Sall. On a dit les hommes. Et c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous n'en faites pas partie, ne vous sentez pas concerné. Et je crois que c'est ça, par contre, c'est un vrai problème. Non, mais sérieusement, c'est moi, un je me vrai, bats tous les jours. Quand j'entends le mot homme, tu lèves la main. Mais non. Mais vous faites la même chose. Quand vous entendez femme, c'est la même chose. Pas forcément, Non, on n'est pas tous ensemble. D'habitude, Non. En moins, Moi, là, je ne porte que ma voix. Et là, par exemple, c'est un procès d'intention que vous me faites là. Typiquement, vous êtes en train de me faire un procès d'intention. Non, je ne me sens pas concernée. Okay. Pas sur... Non. Il n'y a pas... Je n'ose pas. Aujourd'hui, par exemple, si on parle des white femmes, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Okay. Et je n'ai aucun problème à le dire. Nous ne sommes pas ensemble. Entre même deux femmes, nous ne nous considérons... Mais vous nous le dites tous les jours, même entre vous, vous ne vous entendez pas. Mais c'est parce que nous sommes des êtres humains et c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est normal que nous ne soyons pas d'accord. C'est normal que nous ne nous ressemblions pas. C'est normal aussi que nous ayons des comportements qui soient problématiques. Maintenant, quand vous dites, les femmes, vous êtes comme ça, vous pourrez le dire 95 ans. Je ne me sens pas concernée si je ne suis pas dedans. Okay. Moi, sans même être ouverte aux questions de féminisme ou d'autres choses, je ne me suis jamais sentie concernée quand on apostrophait un groupe de personnes comme ça en disant « vous qui ?» Ça ne me regarde pas. Maintenant, je pense que c'est extrêmement difficile parce que j'entends ça. Je crois que tous les hommes que j'ai rencontrés, à chaque fois qu'on essaye d'avoir cette explication, mais vous dites les hommes. Bon, là, moi, je n'ai pas dit les hommes. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Mais d'habitude, moi, j'entends souvent les hommes. C'est comme quand vous sortez avec une fille là, qui a connu une mauvaise relation et qui dit tous les hommes, vous êtes pareils. Bah, prouve le contraire. Ouais, mais parfois, peu importe ce que tu fais, ça ne va jamais suffire. Parce qu'il attend que tu fasses quelque chose de mal. Quoi. Tu me rappelles une conversation. Tu me rappelles une conversation aussi que j'ai eue avec des hommes, il y a quelques mois encore, où typiquement un homme me disait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il est arrivé, on était dans un resto tous assis. Bonjour, je ne l'avais jamais rencontré, il a embrayé la conversation directement sur moi, je suis un allié des femmes. Vous voyez ce genre de truc que tu ne sais pas d'où ça vient. On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu. Il n'avait jamais entendu mon nom. Rien. Bonjour madame, moi je suis un allié des femmes. Et à un moment, il dit un petit peu une phrase comme ça. Moi, vous les femmes, on ne sait jamais ce que vous voulez. J'essaie de vous faire plaisir, mais après vous n'êtes jamais content. J'ai dit oui. Mais ce que tu essayes de faire pour cette femme-là, elle te l'a demandé. Non. Il fait non. J'ai dit donc, si tu dépenses 60 millions pour ça, que tu lui remettes, qu'elle dise, ah tiens, merci. Tu es frustré pour quelque chose qu'elle ne t'a pas demandé. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de pouvoir s'asseoir et de comprendre ce que cette femme attend, de savoir si tu es en mesure de le donner, comme ça, comme des adultes, d'avoir une conversation entre adultes où on définit les besoins des uns et des autres et on essaie de les combler. Quand on prend quelqu'un comme moi, j'adore tous les cadeaux. Si en rentrant, vous m'offriez une bouteille d'eau, je serais heureuse parce que je comprends le geste qu'il y a derrière. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est le meilleur cadeau que j'aurais reçu. Je ne voulais pas de bouteille d'eau. Par contre, si vous m'aviez demandé, ah tiens, ça vous ferait plaisir d'avoir ça, vous aurez eu peut-être une joie qui soit décuplée par 10 000. Et c'est un problème, encore une fois, de conversation. Je suis d'accord. Ça revient à la même chose, c'est les outils. Parfois, on manque les outils, sans pour autant le savoir, de manière inconsciente.
Mais il suffit qu'on rase 18 ans pour qu'elle nous éduque, pour qu'on puisse comprendre. Mais non. On n'avait pas, pendant toutes ces années, on n'avait pas le bon outil pour faire ce qu'il fallait faire. Parfois, je vois beaucoup de personnes, en fait, parler de toxic masculinity, tu vois un peu. Mais parfois, c'est pas vraiment toxique, c'est parce qu'on ne sait pas. Vous êtes ignorant. C'est ça, on est ignorant. Alors, partons sur votre ignorance. C'est intéressant d'aborder l'ignorance. Pourquoi vous êtes ignorant que quand il s'agit des femmes et des enfants? Pourquoi? Regardez, prenez, il n'y a pas un autre sujet sur lequel on lance un homme, il n'est pas capable d'apporter un je pense que, ou un machin, ou d'aller vérifier l'information vite fait, de venir fact-checker et de revenir avec l'information. Parce que vous êtes compliqué. Sur tous les sujets. Vous êtes compliqué. Mais on n'est pas plus compliqué que la physique quantique. Non, vous êtes plus compliqué que la physique quantique. On n'est pas plus compliqué que les dérivés tertiaires. Je ne sais même pas si ce terme existe. Beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Nous sommes des êtres humains faits de chair et d'os qui devons interagir. Quand vous interagissez avec nous au travail, vous ne nous considérez pas comme compliqués. Mais vos compétences, elles s'arrêtent à l'entrée de la maison. Comme par hasard. Dès que vous arrivez devant la maison, vous êtes capable de prendre des décisions qui impliquent le sort d'une nation. 16 millions de Sénégalais, vous êtes compétents. Peu importe le niveau d'études, ce que vous voulez, vous décidez que vous êtes compétent. Mais dès qu'on vous demande de vous asseoir 30 secondes et d'avoir une conversation entre adultes, d'une femme, de comprendre, vous n'êtes plus compétent. De dire que les femmes sont compliquées, c'est parce que c'est rassurant. C'est rassurant, c'est confortable et ça vous permet de pouvoir vous dédouaner d'un certain nombre de choses. Et ça permet de déplacer le problème. Ça déplace le problème, donc c'est nous qui devenons le problème. Mais nous, on gère en même temps les budgets de millions et de milliards que vous gérez. Nous gérons la même chose. Le travail que vous gérez, nous gérons la même chose. Et pourtant, quand on rentre à la maison, on est compétent. Et ce qui est extraordinaire, aucune d'entre nous n'est née avec un balai, aucune d'entre nous n'est née avec une serpillière, aucune d'entre nous n'est née en sachant changer un bébé, aucune d'entre nous n'est née en sachant faire la cuisine, aucune d'entre nous n'est née avec une disposition particulière pour pouvoir plier les habits, faire le linge ou le repassage. Mais je pense que biologiquement, on est différent parce que les hommes sont plus orientés vers la logique. Des gens comme dans notre parc du cerveau, le cerveau limbique et le cerveau néocortex. Je pense que vous, les femmes, vous êtes plus accentuées sur vos émotions. Vous savez lire entre les lignes, vous tapez sur votre féminité. Alors que nous, quand il s'agit des émotions, parfois on se perd facilement. Parce qu'on a beaucoup de nous. Pour nous, en fait, l'intelligence émotionnelle, pour vous, ça vient naturellement. C'est automatique. C'est en vous. Mais pour nous, on doit apprendre comment gérer les émotions de manière intelligente. Vous voyez un peu. C'est la vérité. Et c'est prouvé scientifiquement. C'est entièrement faux. Non, je vous jure. Moi, j'ai lu un article. C'est totalement faux. Okay. Totalement faux. Je vous envoie l'article après. Je veux bien. Je veux bien. Mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'on nous a vendues. Okay. Parce que c'est toujours très simple de pouvoir analyser des choses a posteriori. Okay. Quand on a vu un comportement, de s'arriver à dire, c'est en fait non. Aucun d'entre nous n'est programmé naturellement pour telle ou telle chose. Ok, on a des appareils reproducteurs, etc., un certain nombre de choses qui sont différentes. Fine, c'est pas ça le sujet. Si vous dites qu'on est beaucoup plus axé sur la logique, etc., donc je crois que je suis un homme. Et pourtant, je n'ai pas l'air. Hein? Parce que moi, j'ai besoin que les choses, typiquement dans ma manière d'être tous les jours, j'ai besoin que les choses se passent par process, avec une logique, avec un certain nombre de choses, des étapes à valider, etc., pour que moi, je puisse les suivre. Et je dis très clairement, il y a des informations, je ne les stocke pas dans mon cerveau. Il y a des choses, ça va se passer de telle ou telle manière. Et ce que vous dites, pour ne pas revenir, parce que je n'ai pas sous la main les études ou les articles pour pouvoir vous dire là, juste en gros, il y a très peu de choses, pour ne dire rien, avec lesquels nous naissons comme comportement. Nous les, comment on dit, nous les acquérons au fil des ans. Et dès la naissance, en tout cas dans nos contrées, on nous différencie dans notre manière de nous masser, dans notre manière de nous... par exemple, rien que sur la position assise, on va vous dire qu'une fille, il faut la mettre assise à partir de telle heure. Un garçon, il faut le faire à partir de telle heure. À partir de ce moment-là, on commence à nous éduquer différemment. Quand on commence à pouvoir parler,
marcher, etc. Vous verrez facilement une fille, on va lui mettre un balai entre les mains, ou alors elle va voir sa mère balayer, elle va balayer, mais elle n'aura jamais vu son père balayer. Un garçon ne verra jamais son père balayer, donc il n'aura pas de balai. C'est aussi simple que ça. Ainsi de suite. On verra que dans les cercles de femmes, quand les femmes se retrouvent juste entre elles, elles vont chanter, elles vont danser, c'est parce qu'on les a socialisées comme ça. Et donc la fille, en voyant ça, trouve ça normal. Mais le garçon ne va pas s'y retrouver parce qu'il n'aura aucun garçon dans ce cercle-là. Ces filles-là, on leur dira de faire gâte tank, c'est-à-dire elle ne doit pas bouger beaucoup, s'éloigner du domicile, elle doit être quelqu'un de l'intérieur. Et par contre, le garçon, on lui dit, va, découvre, explore le monde. Il va aller jouer au foot, il va aller voler les mangues, etc., etc. Mais la fille, on lui a dit de ne pas le faire. Et des fois, dans un quartier, vous allez voir, une fille, c'est elle la seule garçon manqué qui va faire tout ce que les garçons font dans le quartier. Et c'est quoi sa différence avec les autres? C'est parce qu'elle a été socialisée dans un autre groupe qui lui permet de pouvoir accéder à ça. Et cette affaire de rester à l'intérieur détermine les femmes jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à leur mort, de comment elles fonctionnent. Voilà, ce n'est pas la nature. On a tendance à vraiment mettre beaucoup de choses sur le dos de la nature. Ce n'est pas la nature dans ce cas-ci, c'est la manière dont nous avons été éduqués. Il y a quelques années, vous m'auriez posé la même question, j'aurais dit oui, vous avez raison. La différence, c'est que depuis que ces questions-là, je commence à réfléchir, il y a beaucoup de lectures à faire, il y a beaucoup d'études qui sont disponibles, etc., qui vous permettent de pouvoir déconstruire un certain nombre de choses et de les comprendre de manière différente. Maintenant, quelles sont les caractéristiques que représentent la féminité et la masculinité? Je pose la question parce qu'après... Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. La féminité et la masculinité. Très sincèrement, là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dois répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir des traits et des caractéristiques de féminité sur un homme? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans féminité en fait. À partir du moment où je ne sais pas ce qu'on met dans féminité, et très sincèrement... Mais qu'est-ce qui caractérise une femme? À part l'aspect biologique, ainsi de suite, qu'est-ce qui caractérise une femme dans la manière dont on est éduqué. Pour vous, c'est ça? C'est la manière dont... Ici, en fait, enlever à une femme tout la manière dont elle a été sociabilisée. Enlever tout ça. Vous ne la considérerez plus comme une femme. Être une femme n'est pas seulement basé sur le fait que vous ayez un sexe féminin. Si ce n'était que ça, ça se saurait. Ce n'est pas que ça, être femme. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, on sait que dans certains domaines, comme par exemple la santé, les femmes sont beaucoup plus prépondérantes là-bas, en fait. C'est pas parce que, si vous prenez aussi le domaine de l'informatique, on a plus d'hommes que de femmes. Ça veut dire qu'il y a une étude scientifique qui a montré que, par rapport aux compétences et par rapport à l'égalité, que peu importe en fait notre arbitration des choses, si on essaie en fait, par exemple, il y a certains pays comme l'Ascan, comme j'ai oublié le nom, c'est Suède par exemple, où il y avait un programme où on essayait d'équilibrer en fait les femmes et les hommes dans les différents métiers de travail. Mais malgré ces démarches qui ont été entamées, ils se sont rendus compte que certains domaines en fait attirent plus de femmes que d'hommes. Pas parce qu'en fait, pas parce qu'il y a un gap au niveau de la formation. C'est juste qu'il y a certaines caractéristiques féminines. Par exemple, le fait d'être sympathique, empathique, le fait de comprendre les émotions, le fait de se montrer en fait, le fait de se montrer complaisant envers certaines situations fait que ces femmes-là peuvent faire travail dans certaines situations. Donc, en quelque sorte, il y a certaines caractéristiques que nous naissons avec en tant qu'homme et en tant qu'une femme. Mais dans l'ensemble, ce que j'essaie de poser, la question que j'essaie de poser, c'est quoi? C'est que, est-ce que le fait que maintenant les femmes sont éduquées d'une certaine manière pour qu'elles deviennent dures, pour qu'elles deviennent autonomes, pour qu'elles deviennent indépendantes, ce qui est bien, je n'ai rien contre ça. Est-ce que ça fait pas que parfois elles ont du mal à trouver du partenaire? Parce que nous les hommes, je parle de manière générale, ce que nous cherchons souvent, c'est plutôt la jeunesse, la fertilité et surtout le côté émotionnel. Maintenant, si vous éduquez une femme de telle manière qu'il devient un homme, entre guillemets, parce qu'elle est dure, elle est battante, elle est indépendante, et elle dit ce qu'elle pense, elle n'a besoin de personne. Est-ce que ça ne peut pas causer des frictions dans les dynamiques relationnelles? Je ressemble à un homme. Non. Je ne veux pas être un homme.
Je crois qu'il n'y a aucune femme qui veut être un homme. Ça ne nous intéresse pas. Mais vraiment pas. Je comprends pas d'où ça vient, cette idée-là. Et c'est de la fragilité, hein. C'est votre fragilité, là. Bon, mais vous êtes fragile, c'est hallucinant. Expliquez. Mais c'est incroyable. Je vous écoute depuis tout à l'heure et puis je me dis, wow, c'est moi qui ai peur, en fait. Pourquoi? Expliquez. Mais restez des hommes. Non, on est des hommes. Mais donc, en quoi quelqu'un qui est autonome, qui est indépendant, qui est forte, à qui vous pouvez parler d'égal en égal, sur qui vous pouvez compter, Je peux vous dire sur pourquoi. qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, avec qui vous pouvez grandir ensemble, avec qui vous pouvez construire un projet commun, avec qui vous êtes sûr que vous avez un vrai backup, vous allez être son backup, elle va être votre backup, etc. Tu sais quoi? Je vous dis pourquoi. La raison, je vous dis pourquoi. Non, mais la fragilité de Non, ça... mais attends. Je vous dis pourquoi. Alors, je vous dis pourquoi. Par exemple, est-ce que vous connaissez le mot red pill culture, the red pill culture? Par exemple, dans certains... Non, mais attends, je vous dis. Oui. Par exemple, là, on sait que, par exemple, le nombre de femmes qui finissent leurs études a carrément augmenté par rapport au ratio d'hommes qui finissent leurs études. Donc là, le ratio est à peu près 60-40. Donc les femmes, ce qui est bien, hein, les femmes sont... Maintenant, si vous allez dans les entreprises, vous allez trouver les femmes. si vous allez dans tous les domaines, vous allez trouver les femmes. Et elles gèrent leur carrière, elles sont intelligentes, elles sont des bosseuses. Maintenant, pour un homme, imagine. Non, mais je n'imagine. Non, mais je suis abasourdie. Non, mais sincèrement. Hein. Ouais, laisse-moi continuer. Après, oui, mais tu pourras continuer. Et ça, encore, c'est une fois, c'est un mec. Il faut continuer. Il n'y a pas de problème. Bon, ok, je vous laisse. Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de dire, est-ce que cette femme... Après, vous dites autre chose de super intéressant. C'est de dire, est-ce que cette femme va pouvoir trouver un partenaire? Mais demandez-lui. Non. Parce que je parle de manière esthétique, les données en fait. Oui, demandez-leur. En tout cas, toi, prends celle qui t'intéresse et tu lui demandes. Non, moi, j'ai pas de souci. Moi, celle qui t'intéresse, enfin, il faut que je donne l'exemple. Tu prends celle qui t'intéresse. Moi, je m'en sors. Non, celle qui t'intéresse. Mais j'ai des amis qui s'en sortent pas. Mais ça, c'est leur problème. Non, mais parce que, en fait, quand les femmes, elles étaient peut-être, quand elles étaient fragiles, hein, qu'elles étaient précaires, qu'elles étaient dépendantes, qu'elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, bien sûr, ça devient des proies faciles. Mais bien sûr que c'est des proies faciles. Et c'est beaucoup plus simple d'aller pécho quelqu'un qui a besoin de manger 3 repas par jour, d'aller la récupérer et de lui faire miroiter un 3 repas par jour. Non, en fait, et du coup, ça ramène en fait au fait qu'il faut, et ça, il y a une intervention, je crois qu'il y a un extrait d'un Space Twitter que vous devriez écouter, où vous avez croisé Rêve dans les rooms CH, où il dit ça à des hommes, en fait. Il leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que les femmes ne sont avec vous que parce qu'elles sont tellement fragiles et précaires, mais que quand tout va bien dans leur vie, elles n'ont même pas besoin de vous. Et ça, il a dit en termes moins élégants. Mais c'est ça qu'on entend. Je revenais à ça, en fait. On y va. C'est ça ce que je voulais dire. Donc maintenant, les études ont montré qu'en fait, que les femmes... Lesquelles études? Non, je vais vous envoyer. C'est des études, en fait, qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi qui peuvent être appliquées dans les autres pays. Et ce que ça montre, c'est quoi? C'est que les femmes qui sont bien éduquées, qui ont des diplômes universitaires, ainsi de suite, c'est qu'elles ont du mal à trouver du partenaire parce qu'en moyenne, les femmes se marient au-dessus des hiérarchies de compétences. Par exemple, si moi, imagine une femme qui est une chef d'entreprise, qui gagne bien sa vie. Elle aura du mal, en fait, à sortir avec un maçon ou bien avec quelqu'un qui est au-dessous, en fait, de l'hiérarchie, de manière générale. Je ne catégorise pas. Il n'y a pas de souci. Je ne catégorise pas de manière générale. Donc maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui sont des bosseurs, qui travaillent, qui se donnent à fond et qui se disent que j'ai du mal à trouver la femme de mes rêves. Parce que ces femmes que j'aimerais avoir, elles ne me regardent pas. Elles regardent les high value men. Ces hommes-là, on les appelle des incels.
Et on ne va C'est pas ça. parler des Je incels. parle de ça, je Non, parle je des ne vais pas, incels. je ne vais Pourquoi pas parler des incels. Je ne vais pas parler Pourquoi des c'est incels. légitime? Non. Si vous avez envie d'être un incel, soyez Non, des non. incels. Soyez des incels, mais je ne vais pas parler des incels. Ok. Non, ça par contre, non. Pas les incels. Encore une fois, c'est les mêmes. Quand vous avez commencé, dès que vous avez commencé, je savais qu'on arriverait à la partie où on allait aborder les incels. Les incels, ils seront des incels toute leur vie, ils seront des haters toute leur vie, ils continueront à être fragiles toute leur vie, ils ont des tics d'incels toute leur vie. Et ça va continuer comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que quand les gens vous disent ça, quand ils disent ça dans leurs études d'incel à eux, quand ils disent ça, c'est que quand ils font ouin, c'est parce qu'ils ne peuvent plus pécho. C'est ce que vous dites les jeunes maintenant. Vous êtes en train de faire ouin parce que vous ne pouvez pas pécho, c'est ça? Mais c'est votre problème de ne pas savoir pécho ou c'est le problème de la femme? Donc nous, en tant que femmes, on ne doit pas faire de hautes études, on ne doit pas devenir super chef d'entreprise, on ne doit pas être capé de chez capé. Sinon, nous ne trouvons pas. En fait, ce n'est pas nous qui ne trouvons pas, c'est vous qui ne vous sentez pas à la hauteur pour pouvoir se mettre avec nous. En fait, c'est ça le problème. Non, pas toi, Habib, pardon, désolé. Je suis d'accord, mais leur revendication, ce n'est pas parce qu'elles sont bien éduquées, c'est plutôt pourquoi elles ne les regardent pas comme des égales, en fait, mais comme je des ne peux pas personnes parler. capables Mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce propos-là? Je suis d'accord. Est-ce que vraiment, les incels, on va sortir. Okay. Parce que ce propos est extrêmement violent. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les mecs, ils sont assis de leur côté en disant « je mérite de pécho ». Et plus vous continuez, plus vous faites des études, plus vous machin, plus vous. Donc, moi, je ne pourrais pas. Et donc, vous, arrêtez-vous. Okay. N'étudiez pas, ne soyez pas chef d'entreprise, etc. Okay. Soyez fragile, vulnérable, etc. Parce que moi, du haut de mon immaturité et de ma fragilité, j'ai besoin de pécho. On ne va pas parler d'incel. Parlons de personnes et d'hommes normalement constitués. Au Sénégal, il y a plein d'hommes normaux, normalement constitués. On va rester sur eux. Déjà, sur eux, il y a du travail à faire, mais pas de... Voilà. Parlons des hommes normaux. Maintenant, ces hommes normaux, est-ce que vous croyez au concept de high value men? Ce que je pense qui est très très bien, et ça, toutes les femmes qui peuvent faire ça, elles n'ont qu'à faire ça. Si vous devez vous marier avec tout ce que ça représente comme poids social, là, prenez quelqu'un qui, au moins, lui, n'est pas un cas social. C'est pas vrai. Non, mais sérieusement, si vous pouvez, faites-le et n'acceptez pas d'être insulté ou d'être rabaissé, etc. Parce que vous êtes sorti de votre classe sociale, vous vous êtes marié hors de votre classe sociale en montant un petit peu dans la classe sociale. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, pour les gens qui ne comprennent pas le concept high value men, c'est qu'on dit que dans la société, il y a à peu près 5 à 10% d'hommes qui ont le pouvoir, qui ont l'influence et qui ont les statuts et qui sont en fait poursuivis ou courtisés par pas mal de femmes. Donc du coup, bien. par pas mal, du coup, ils ont plusieurs options. Et que c'est toujours un take d'incel. Oui, plusieurs options. Donc du coup, les femmes intellectuelles, les femmes intelligentes, les femmes de pouvoir d'influence préfèrent se marier à ces hommes plutôt que de se marier à un homme de classe moyenne en quelque sorte. Ce qui élargit le gap, quoi. C'est encore un take d'incel, mais dans tous les cas, non, sérieusement, juste on va évacuer, ça va être le dernier point, en tout cas, sur les incels. Okay. Je trouve qu'il est tout à fait légitime pour chacun de chercher un partenaire qui soit à la hauteur, à sa hauteur. Encore plus pour les femmes qui sont arrivées à un certain niveau dans leur vie, de pouvoir trouver un partenaire qui soit à leur hauteur, mais pas un homme qui va leur rappeler, qui va vouloir être tout le temps quand on entre à la maison. Mais je suis ton supérieur, je suis ton kilifa, etc. Même si tu es coté au 440, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis ton truc, ça va être assez compliqué à gérer. Donc, voilà. D'accord. Dernière question, pas aux incels, des conseils. Je ne suis pas marié. Avez-vous des conseils à me donner dans les dynamiques relationnelles quand vous analysez ce qui se passe au Sénégal en tant qu'une femme? Les jeunes aussi qui nous écoutent, qui aimeraient trouver une bonne partenaire. Est-ce que vous avez des conseils? Ou bien, quelles sont les caractéristiques nécessaires pour qu'une relation marche? Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas si je suis bien placée pour le faire. Je suis mariée depuis de nombreuses années maintenant. Ça va. Comme on dit, hamdoullah, ça se passe très très bien. La chose que les années m'ont montré, la chose que les années de mariage m'ont apprise, c'est que mon mari ne me considère pas comme étant sa propriété, ouais. Ne me considère pas comme étant un objet rapporté, ne me considère pas comme étant un être humain qui lui est inférieur.
à partir de ce moment-là, on arrive à s'exprimer, à avancer sur un certain nombre de sujets. L'autre chose, c'est que pour moi, le mariage n'est pas une fin en soi. Je ne pense pas que ce soit un propos qui puisse être entendu facilement. Le mariage n'est pas une fin en soi. Tout simplement, le projet, ce n'est pas de se marier. Parce que si votre projet de vie, c'est de vous marier, quand vous avez fini de vous marier, c'est-à-dire le soir du mariage, quand vous serez ensemble tous les deux, eh ben, on considérera que vous allez passer en phase de suivi et évaluation, mais que le projet est terminé. Et ça, c'est problématique. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que se marier, si on le considère comme étant un projet de vie, un projet à deux, une vraie équipe, une vraie team, je crois que c'est quelque chose qui mérite quand même d'être pensé. Et de ne pas accepter de s'engager avec le premier venu ou avec la première venue. Et pour les hommes, d'arrêter de chercher celle qui ressemble à votre mère, c'est pas votre mère. Arrêtez de transférer, c'est pas votre mère. Pour les femmes, vous idéalisez peut-être votre père parce que vous n'avez pas su ce que votre mère a vécu. Donc, cherchez la personne qui vous convient le mieux et voyez. Et si ça marche pas, arrêtez et recommencez, quoi. Ça marche aussi. Êtes-vous optimiste par rapport à l'avenir? Pour qui? Pour tout le monde. Mais je sais pas, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, en fait. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je n'ai pas d'injonction, je n'ai pas d'optimisme ni de pessimisme. Je pense que les gens continueront à se marier, qu'ils continueront à se reproduire. Ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Non, mais je parle de manière générale. Vous êtes une porteuse de voix. Vous avez un podcast. Je porte que la mienne. Non, je suis d'accord, mais Zoïda, vous êtes une influenceuse. Non, pour se dire déjà, moi, je vous ai entendu parler à plusieurs reprises, mais vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous savez de quoi vous parlez. Donc, je vous vois comme une personne de référence. Donc, quelle est la suite, en fait? Imaginez, vous avez 120 ans, vous avez vécu. Quelle est la vision déjà? Qu'est-ce que vous cherchez à contribuer dans le monde? Qu'est-ce que vous cherchez à contribuer par rapport aux femmes, à leur liberté, par rapport à leur vie, ainsi de suite? Moi, ce n'est pas seulement les femmes. Bizarre. Je crois que c'est un gros prisme déformant qu'on peut avoir. Moi, réellement, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir amplifier les voix, amplifier nos voix, raconter nos histoires par nos voix depuis nos centres. Et l'autre chose qui m'intéresse aussi, qui m'intéresse fondamentalement, c'est que tous, autant que nous sommes, que nous arrêtions de juger une situation par rapport à notre centre. Et à chaque fois que vous m'entendrez prendre la parole sur un sujet, je vais essayer de faire en sorte que vous vous descendriez de là où vous vous trouvez pour penser ce sujet. Je vous dis, mettez-vous à la place de l'autre et pensez ce sujet de cette manière-là. Peut-être qu'en empruntant ces chaussures ou en se mettant à sa place, vous verrez la situation d'une autre manière. Et ça permet d'éviter d'être dans le jugement, ça permet d'éviter d'être dans le procès d'intention, ainsi de suite. Et ça, moi, ce sont ces choses qui me parlent. Donc, je ne sais pas, dans 120 ans, je ne me projette jamais aussi loin. Je ne fais pas ça. Votre combat, c'est de s'ouvrir sur aux autres. Tout simplement, aujourd'hui, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'amplifier les voix. Si, dans 20 ans, j'ai pu en amplifier une, si dans 20 ans, il y a une personne qui a entendu un des messages que j'ai pu faire passer et que ça lui a servi j'aurais gagné ma vie. Je ne suis pas dans une logique où je veux... Non, ce n'est vraiment pas ça. Donc, oui, les seules personnes que je cherche à influencer, elles sont au nombre de 2. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Les seules personnes que je cherche à influencer, elles sont 2. Extraordinaire. Et je ne réussis pas ça très bien parce qu'ils ne m'écoutent pas, ils me regardent des fois. Vos enfants. Ils disent, exactement. Regarde, ils disent, ton affaire là, ça ne marche pas. Et voilà. Mais ça, c'est vraiment les seules personnes sur lesquelles, et encore influencer est un grand mot, c'est les seules personnes sur lesquelles je cherche réellement à avoir un impact. En tout cas, c'est une noble cause. Et continuez à défendre votre cause. Est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a secoué dans la vie de manière générale? Et qu'est-ce que vous avez appris de cet échec? Je pense quand même que sur ce plan-là, je peux considérer que j'ai été assez chanceuse. Et donc, je n'ai pas... Et peut-être l'autre aspect qui fait ça, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui nourrit beaucoup de regrets, en règle générale. Parce que je me dis toujours, est-ce que quand je faisais ça, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Si on me remettait dans les CNTP, est-ce que j'aurais fait la même chose, etc. Quand la réponse est oui, j'arrive à avancer. Ça va me prendre
quelque temps, mais j'arrive à avancer. Donc, non, pas réellement. Avez-vous une peur ou une insécurité que vous essayez de combattre actuellement? Oui, C'est quoi? j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Imposter syndrome. Voilà. Et donc, par exemple, celui-ci, je me bats contre lui tous les jours. Pourquoi? Vous avez peur de réussir ou... Non, ce n'est pas ça. Je ne me considère pas forcément légitime pour avoir certaines conversations. Ça ne va pas plus loin que ça. Ou même pour faire un certain nombre de choses. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais dont on devrait parler. Et ça atteint beaucoup les femmes. Pourquoi vous ne vous considérez pas légitime? Je ne vais pas m'étaler sur le divan, mais en tout cas, c'est ça, je sais que typiquement, c'est quelque chose sur lequel, et de manière consciente, je dois faire un effort conscient pour me rappeler que ma voix compte, que je dois le porter, aussi. Que je le mérite, que je dois le faire, etc. Maintenant, j'arrive à m'en départir, mais ça ne part pas tout le temps. Super, super. Et donc, si vous souffrez du syndrome, si vous vous posez ces questions-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Continuez, avancez un petit peu. Ça va être chaud de temps en temps, mais faites-le. Super. Le meilleur conseil qu'on vous a donné? Waouh! Je fréquente pas des gens qui font des grandes phrases. On ne fait pas de très grandes phrases. À chaque fois que vous parlez, hein, vous sortez de grandes phrases. Mais je sais pas en fait, mais en règle générale, des fois quand je suis en plein dans mon syndrome de l'imposteur, en plein dans ma phase de doute, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, il y a un truc qui me revient très souvent, et ça c'est mon mari qui me le dit très régulièrement. Il dit, vas-y, fais-le de toutes les façons, tout ce dont quoi tu te lances, tu es capable de le réussir. Et j'ai besoin de me rappeler de ça de temps en temps. Et donc, il a 15 000 manières, et pourtant, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Il a 15 000 manières de pouvoir me le dire, mais j'ai besoin de ce rappel-là. Et quand il se rend compte que ça ne va vraiment pas, il me dit, vas-y, continue, avance. Ou bien, c'est des choses toutes simples. J'ai vu ton post, j'aime bien ce que tu as fait. Ça va, et j'avance. Donc voilà, c'est des choses simples. Les pires conseils qu'on vous a donnés? Je ne les écoute pas. Okay. Je ne prends pas les conseils non sollicités. Je ne les prends pas. Ok. Maintenant, imaginez, vous avez fait votre vie, vous avez réussi tous vos projets. Avez-vous trois principes clés que vous essayez de léguer à vos enfants, à votre héritage, pour vous dire, j'ai beaucoup appris et si je dois vous donner des outils, prenez ces trois principes. Ça va vous aider à réussir votre vie. Je ne pense pas, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas qu'il y ait... Non, je ne crois pas en ça. Par contre, il y a deux choses qui sont des valeurs clés pour moi. La première, c'est... Et je vais le dire en Wolof parce que c'est vraiment ça. La première, moi, moytu fen. Et la deuxième chose, moi, ragal ak. Ne mentez pas. Do not lie. Et ça, c'est-à-dire, ne pas mentir, pour moi, c'est extrêmement profond. Ce n'est pas seulement mentir aux autres, c'est ne pas se mentir à soi-même. Et pour moi, en fait, c'est important de faire ce travail-là. S'il devait me rester que deux choses en termes de valeur dans la vie, je pense que je garderai que ces deux-là. Ça ne veut pas dire que je ne mens jamais, mais à chaque fois que je m'en rends compte, j'essaie de corriger. En tout cas, je ne mens pas sciemment. Je corrige, je ne mens pas à mes enfants, je ne mens pas à mon entourage. Ou quand je le fais, parce que je ne m'en suis pas rendu compte, je reviens pour corriger. Et la deuxième chose, quand je dis, c'est ne pas causer de tort à autrui. Ne pas causer de tort à autrui, mais ne pas se causer de tort. Et nous avons beaucoup tendance à causer du tort à autrui. Par rapport à notre manière d'être, par rapport à notre manière de penser, et par rapport à cette facilité extraordinaire que nous avons de mesurer son grain à notre own. Et ça, je trouve ça terrible. Ok. Quand vous dites ne pas mentir, c'est de dire la vérité et de ne pas mentir. Mais croyez-vous que parfois il y a... Croyez-vous aux notions de white lies, des mensonges qu'on fait pour protéger quelqu'un, ou vous ne croyez pas à ça? Non, je ne crois pas en ça. Ouais. Je ne crois pas en ça. Parce que ça m'est arrivé un jour de dire quelque chose de manière brusque, mais c'est la vérité. Maman m'avait dit, quand je te disais de ne pas dire, je t'ai dit de ne pas mentir. Après, bon, c'est ma mère qui me disait, je t'ai dit de ne pas mentir. Et au pire des cas, non, c'était de dire la vérité ou de ne pas mentir. C'est ça ce que je t'ai dit. Pas de dire tout le temps la vérité, mais je dis de ne pas mentir aussi. D'être dans une zone grise. Dans une zone grise, ouais. Oui, ça arrive d'être dans cette zone grise-là, mais ça va arriver un temps. Et c'est pour ça que je le dis. Quand ça arrive, il arrivera au moment où je reviendrai dire telle ou telle autre chose. Okay. J'essaye de le faire. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on réussit tout le temps. Mais s'il y a une valeur à laquelle je tiens, c'est ça.
Ok. Dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Quel impact aimeriez-vous laisser? Si j'impacte mes 2 enfants, c'est très bien. Super. Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas impacter le monde? Je trouve que c'est... Vos Non, je deux trouve que c'est enfants assez... vont grandir, vont évoluer dans le monde, J'espère vont impacter qu'eux-mêmes, d'autres. ils vont impacter d'autres personnes qu'ils choisiront, qui leur sont proches. Mais moi, je considère qu'en termes de travail important que j'ai à faire, c'est de faire en sorte d'en faire de meilleurs êtres humains. En tout cas, de meilleurs êtres humains que moi, je le suis. Et je pense que ça, c'est un travail de toute une vie. Je mets votre notion de responsabilité individuelle. Oui. D'abord, avant le collectif, quoi. Oui, exactement. C'est exactement. En tout cas, merci Zévida. Merci beaucoup, Abi. Merci beaucoup. C'est fut un honneur et un plaisir. J'ai beaucoup appris. Comme toutes les fois que je vous entends parler, j'apprends. Même si parfois vous me lancez des pics au nom des hommes, mais j'encaisse pour les hommes qui nous écoutent. Et c'est pas grave. En tout cas, c'est fut un grand plaisir. Je vous respecte, je vous apprécie, je vous admire. Et je vous souhaite que le meilleur au monde. Et si on peut aider, n'hésitez pas. Nous, on est là, le cercle d'influence. On s'inspire à inspirer. Je pense qu'on fait un petit peu ce que vous faites, mais pas uniquement pour les femmes, mais pour tout le monde. Pour tous les gens qui nous écoutent. Merci, Habib. En fait, ça, c'est aussi très intéressant parce que la plupart des hommes que je rencontre, quand je leur dis, j'ai un podcast qui s'appelle Conversation féminine. Ils disent, mais pourquoi il n'y a pas conversation masculine? Je dis, mais appelez-vous entre vous, asseyez-vous et parlez-vous. Donc, enfin, en vrai, pour revenir un peu plus sérieusement, même si ce sont les voix des femmes qui sont amplifiées, même si ce sont les voix qui sont élevées, je pense que les conversations que nous avons entre femmes servent tout le monde, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Et ce n'est pas le seul podcast de Du Coq à l'Âne. Il y a l'araignée. L'envol du rossignol. L'envol du rossignol. Il y a l'envol du rossignol qui sont hostés et réalisés par Mohamed Sow. Voilà. Et qui sont faits. Il y a d'autres podcasts qui arrivent. Et donc, voilà. Encore, merci. Mais comment les gens pourront entrer en contact avec vous? ducocalam.com sur tous les réseaux sociaux. DUKOKALAM. Je crois qu'à part TikTok et Snapchat, je suis sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est le moyen le plus simple pour une prise de contact. Super. Et le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, toutes. De toute façon, je mettrai toutes ces références-là dans les show notes. Et n'hésitez pas à la suivre, à partager avec elle ce que vous avez appris de cet épisode. Et à la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires et soyez gentils. Les hommes, doucement. Mais non, soyez comme vous voulez. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, Merci. c'est gentil. Bye, we out.